Un autre regard, votre podcast qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode où nous explorons l'inexpliqué, l'inconnu et les récits les plus étranges de notre monde. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur une petite île rocheuse des Hybrides extérieure en Écosse, battue par les vents violents de l'Atlantique Nord. Il s'agit d'Eilean Mor. L'histoire dont nous parlons aujourd'hui est celle d'une mystérieuse disparition qui depuis plus d'un siècle continue de hanter l'imagination des chercheurs de vérité et des passionnés de mystères non résolus. Les faits se déroulent en décembre 1900, lorsqu'un bateau d'approvisionnement découvre que les 3 gardiens du phare, censés être en poste sur l'île, ont tout simplement disparu sans laisser de traces. Que leur est-il arrivé? Une force naturelle imprévisible? Un acte surnaturel? Peut-être même un crime non résolu? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette affaire étrange, en passant par les faits, les théories et les légendes qui entourent cette disparition troublante. Alors, un petit point tout d'abord sur l'île. C'est quand même une île avec une atmosphère mystérieuse. Donc, avant de rentrer dans le cœur de l'affaire, nous devons d'abord comprendre le cadre dans lequel elle s'est déroulée. Alors, Eilean Mor fait partie des îles Flannan, un archipel situé à une trentaine de kilomètres des Hybrides extérieures. Ce groupe d'îles est souvent décrit comme austère, sauvage et inhospitalier. Les Flannan sont inhabités à l'exception des oiseaux de mer et à l'époque des faits des 3 gardiens du phare. Et cette petite île possède également une aura particulière, nourrie par les légendes gaéliques locales. Les habitants des Hybrides parlaient de cette île comme celle d'un lieu sacré, lié à l'histoire de Saint Flannan, un moine du VIe siècle qui aurait fondé une chapelle sur l'île. Mais à côté de ces récits religieux, il y avait aussi des histoires beaucoup plus sombres. Certains croyaient que l'île était hantée par des esprits anciens ou habitée par des créatures marines étranges. Les marins locaux d'ailleurs évitaient souvent de s'approcher de l'île à cause de son atmosphère étrange. Pour les 3 gardiens de phare, ce cadre devait être déjà une source d'une grande solitude, exacerbée par des vents très puissants, des tempêtes très fréquentes et l'absence totale de communication avec le continent, sauf lors des rares visites d'approvisionnement. Le phare d'Eilean Mor, lui, a été mis en service en 1899, donc 1 an juste avant le drame. Et c'était une construction moderne pour l'époque. Il est érigé pour prévenir des naufrages dans cette zone où les récifs étaient particulièrement dangereux pour les navires. Ce phare fait 23 mètres de hauteur et ça représentait vraiment une avancée technologique pour assurer la sécurité des routes maritimes. Les 3 hommes responsables du phare au moment de leur disparition étaient des professionnels expérimentés, choisis pour leur endurance et leur discipline dans ce métier solitaire et difficile. Leurs identités, leurs parcours respectifs offrent des indices sur la dynamique du groupe et sur ce qui a pu éventuellement se passer en décembre 1900. Alors, le premier, du coup, c'est James Duckett. Lui, c'est le chef expérimenté. Il est âgé de 43 ans, c'est le gardien principal du phare. Il avait une longue expérience de ce métier. C'était un homme calme, respecté et généralement perçu comme fiable et méthodique. Duckett était marié et père de 4 enfants, ce qui dans une certaine mesure le rendait plus prudent et plus mesuré dans ses décisions. C'est cet homme qui avait la responsabilité ultime de la sécurité du phare et de l'exécution des tâches quotidiennes. Duckett était décrit comme une personne stable, un homme sur lequel on pouvait compter. Son calme apparent, noté dans les derniers jours selon le journal de bord, pourrait être vu soit comme une forme de résilience face à une situation anormale, soit comme un signe qui cachait son inquiétude. Toujours est-il que il sentait peut-être que quelque chose n'allait pas, mais en tant que chef, il aura essayé de garder son sang-froid et son calme jusqu'au bout pour rassurer ses collègues. Une des grandes questions est de savoir pourquoi un homme aussi expérimenté aurait pu laisser le phare sans surveillance, bravant les tempêtes et le danger pour s'en aller. Si en effet il y a une grande tempête qui sévissait, Duckett aurait été conscient des risques de quitter le bâtiment, surtout en brisant les protocoles, et ce comportement semble totalement inhabituel par rapport à sa personnalité.
Le deuxième gardien de phare, c'est Thomas Marshall. Donc lui, c'est le second gardien et le journalier. Donc lui, il est âgé de 40 ans, donc il était âgé de 40 ans. C'était le second gardien du phare et il avait la tâche en fait d'assister le chef James Duckett dans la gestion du phare. Tout comme Duckett, Marshall avait une expérience considérable dans ce domaine, ce qui lui donnait une compétence professionnelle et une résistance à la solitude. C'était pas son premier poste. C'est lui qui a laissé les entrées les plus étranges dans le journal de bord. Donc c'est Marshall qui a documenté ces événements précédant la disparition. Il fait état de tempêtes comme il n'en avait jamais vu. De la tranquillité inhabituelle de James Duckett et surtout du fait que Donald MacArthur, réputé pour être un homme robuste, pleurait. Une phrase particulièrement inquiétante notée dans le journal est celle du 14 décembre. « Dieu est désormais au-dessus de tout ». Cette mention cryptique a laissé place à de nombreuses interprétations au fil du temps. Alors Marshall était dépeint comme un homme sérieux et certains chercheurs suggéraient qu'il pourrait éventuellement avoir souffert de stress ou de fatigue mentale excessive exacerbée par l'isolement. Si on suit la piste d'une théorie de la folie collective ou de l'hystérie, Marshall pourra avoir été tout à fait en proie à une anxiété croissante, laquelle transparaissait dans ses notes qui étaient de plus en plus étranges. Le troisième larron s'appelle Donald MacArthur. C'est le remplaçant au tempérament explosif. Donald MacArthur avait 28 ans, c'était le troisième homme du groupe. Contrairement aux deux autres, il n'était pas un gardien de phare permanent, mais un remplaçant temporaire qui intervenait lorsqu'un des gardiens réguliers tombait malade ou prenait un congé. MacArthur était un marin et un ouvrier, et aussi connu pour un caractère impétueux. Son surnom dans la région était Occasional, reflétant son rôle de remplaçant dans différents contextes. Alors, il était réputé pour être colérique et parfois violent. C'était un homme de nature impétueuse qui, selon certains récits, se serait battu à plusieurs reprises dans le passé. Ce tempérament fort pourrait indiquer qu'il aurait été plus sensible aux tensions et aux disputes au sein du groupe. Ce qui est particulièrement troublant dans cette affaire, c'est que Thomas Marshall écrit dans son journal que MacArthur, cet homme dur et robuste, a été vu en train de pleurer. Pour un homme de son tempérament, ce comportement est plutôt surprenant. Les causes de cette émotion extrême pourraient être multiples, bien sûr. Alors, est-ce que c'était un signe de désespoir face à des événements surnaturels, une réaction émotionnelle à des tensions internes avec d'autres gardiens? Voilà, certains ont émis l'hypothèse que MacArthur, face à l'isolement et en conditions difficiles, aurait pu souffrir d'une crise psychologique, entraînant peut-être un conflit avec ses collègues. Nous allons maintenant rentrer plus profondément dans la disparition. Les premiers indices, c'est déjà une absence inquiétante. Donc le mystère commence le 15 décembre 1900 lorsque le vapeur Arctur passe au large d'Ellenmore, note avec inquiétude que le phare n'est pas allumé. L'absence de signal lumineux aurait dû déclencher une alerte immédiatement. Mais ce n'est que le 26 décembre qu'un bateau de relève, l'Hesperus, est envoyé pour enquêter en raison de conditions météorologiques très difficiles. À leur arrivée, les marins de l'Hesperus découvrent une scène troublante. Personne ne vient les accueillir sur le quai, qui est une coutume pourtant rigoureusement respectée par les gardiens de phare. Le silence règne sur l'île. Les marins, de plus en plus inquiets, s'avancent jusqu'au phare pour y découvrir que l'endroit est totalement désert. Aucune trace des trois gardiens. En pénétrant dans le phare, le capitaine du Hesperus et son équipage découvrent que malgré l'absence des hommes, l'intérieur du phare est en ordre. Les lits sont faits, les provisions sont intactes et les ustensiles de cuisine sont bien rangés. Cependant, plusieurs éléments troublants laissent à penser que quelque chose d'anormal s'est produit. Premièrement, les horloges sont arrêtées, ce qui indique que les gardiens ont probablement quitté le phare à un moment bien précis, mais sans possibilité d'établir exactement quand. Et deuxièmement, les portes du phare étaient fermées à clé, ce qui suggère que dans leur hâte, les gardiens avaient laissé cette porte verrouillée, une mesure inhabituelle pour des hommes appelés à quitter rapidement leur poste. Troisièmement, 2 des 3 cirés, les fameux imperméables indispensables pour affronter les intempéries, manquaient dans le vestiaire. Pourtant, un ciré restait à l'intérieur, celui de Donald MacArthur, ce qui suggère que l'un des 3 gardiens avait quitté le phare sans protection contre les éléments. Une décision qui est quand même peu probable compte tenu des conditions météorologiques de ces moments-là. On parlait de grosses tempêtes avec des vents violents de la flotte.
Et puis un autre indice important, c'est le journal de bord. C'est vraiment une plongée dans l'étrange. Les gardiens de phare tenaient un journal de bord et consignaient chaque jour les événements survenus, les conditions météorologiques et l'état des équipements. Donc, ce journal révèle plusieurs éléments qui sont plutôt déconcertants. Le 12 décembre 1900, Thomas Marshall écrit que des vents violents soufflaient autour de l'île, une tempête que l'on n'avait jamais vue en 20 ans d'expérience, bien qu'aucune tempête n'était rapportée par les autorités et par aucun des bateaux qui passaient à proximité à ce moment-là. Marshall note également que James Tuckett est devenu très calme et que Donald MacArthur, décrit comme un homme robuste et impulsif, pleurait, ce qui est quand même extrêmement inhabituel pour un marin endurci. Le 13 décembre 1900, une entrée dans le journal de bord décrit une accalmie, mais Marshall mentionne que les hommes sont toujours inquiets, se comportant de façon anormale. Il fait mention de prières ferventes récitées par les gardiens, un comportement quand même étrange pour les hommes expérimentés dans ce travail, bien qu'il n'y ait pas de conditions météorologiques qui justifiaient une telle inquiétude. Le 14 décembre 1900, le journal indique une tempête autour de l'île. Cependant, il est précisé que l'île elle-même est protégée de ces vents par sa situation géographique. Les dernières lignes du journal indiquent de façon énigmatique que la tempête est passée, le calme règne, Dieu est au-dessus de tout. Et puis, il y a également des indices physiques troublants. Donc, après cette découverte inquiétante, une enquête officielle est lancée. Les autorités locales de recherche pour examiner le moindre recoin de l'île. Voici ce qu'ils trouvent. À l'arrivée des marins, aucun des 3 gardiens ne se présente pour les accueillir. Voilà, encore personne. Les autres avaient déjà fouillé l'île, mais il n'y a toujours pas plus de traces des 3 habitants. Et voilà, le silence initial est déjà le premier indice troublant. Donc on savait que la porte du phare était verrouillée, mais à l'intérieur, les gardiens semblent aussi avoir quitté les lieux précipitamment, parce que le foyer était éteint, et il y avait quand même des restes de nourriture sur la table qui laissaient penser que le repas avait été quand même interrompu. La lampe du phare avait été nettoyée et préparée pour la nuit à venir, ce qui montre quand même que les gardiens avaient prévu de rester en poste. Il y a donc la fameuse histoire des cirés, et puis voilà, le repas non terminé, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même fort bizarre qu'ils aient laissé ça en plan. Il y avait également des traces sur l'île. Les seules traces découvertes étaient près d'un escalier rocheux qui descendait vers la mer, où des équipements ont été retrouvés dispersés, comme si une tempête les avait déplacés. Mais là encore, rien d'autre ne pouvait expliquer l'absence des hommes. Et puis il y a les éléments trouvés à l'extérieur du phare, bien qu'ils étaient peu nombreux, ont quand même alimenté des spéculations. Les marins de l'Hesperus ont noté que certains équipements extérieurs, notamment un rail en fer près de l'endroit où se trouvait une grue, avaient été arrachés, probablement par une force considérable. Des cordes habituellement utilisées pour hisser les caisses depuis le quai étaient en désordre. Ce détail a mené à une hypothèse selon laquelle 2 gardiens auraient pu sortir pour réparer les dommages de la tempête, et puis il y aurait pu effectivement avoir un drame. Il est difficile d'expliquer pourquoi tous les gardiens auraient quitté le phare en même temps, c'est une violation des protocoles de sécurité. Alors bien que les gardiens aient mentionné des tempêtes terribles dans leur journal de bord, les conditions météorologiques qui étaient observées à proximité de l'île, à cette époque, n'étaient pas particulièrement dangereuses, donc c'est un peu incompréhensible. Alors ce qu'on peut dire, c'est que les falaises d'Hélène Mort sont quand même connues pour leur brutalité et des vagues géantes capables de balayer les hommes depuis les rebords rocheux s'ils ne font pas totalement attention. Et ça soulève d'autres questions. Pourquoi aucun corps ni aucun débris significatif n'a été retrouvé après leur disparition ? C'est vrai qu'il n'y a aucune trace de lutte, il n'y a aucun corps, aucun objet personnel qui a été retrouvé ni sur l'île ni dans les environnants. Pourtant, des recherches minutieuses ont été entreprises dès la découverte de leur disparition. Donc on a eu des bateaux et des hommes qui fouillaient les côtes escarpées, les criques et les mers alentours, des îlots alentours. Pourtant, on n'a trouvé aucun indice matériel supplémentaire. En fin de compte, tous ces indices, les cirés manquants, les horloges arrêtées, les repas interrompus et l'absence de traces physiques, forment un genre de puzzle incomplet. On voit bien qu'il manque des pièces. Ça suggère quand même qu'il y a un enchaînement d'événements qui sont inhabituels, qui ne cadrent pas avec une disparition classique. Et l'idée que tous les gardiens soient sortis ensemble
et que l'un d'eux, MacArthur, soit sorti sans protection, soit resté au phare et est disparu après, semble improbable. On a comme l'impression qu'ils étaient confrontés à quelque chose de totalement pas ordinaire et qui les aurait poussés à prendre des décisions complètement contradictoires avec les protocoles en place. Alors déjà, la première question qu'il faut se poser, et le premier doute qu'on ait, c'est qu'on ne sait toujours pas quand s'est passée effectivement la fameuse disparition. On suppose qu'elle est arrivée le 15 décembre, le jour où le phare reste éteint. Cependant, on n'a aucune preuve de ça. On sait que le journal s'est arrêté au 14 et qu'il n'y a aucune inscription après. Mais on ne sait pas du tout, est-ce qu'ils sont disparus tous ensemble ou est-ce que chacun a disparu les uns après les autres. Ça, on ne sait pas du tout. Comme on disait, il n'y a aucune trace de lutte, d'accident ou de chute qui a été révélée. Donc les théories les plus probables incluent l'hypothèse que 2 gardiens auraient pu sortir pour régler un problème lié à l'équipement ou à la mer, que MacArthur soit resté seul et qu'il est sorti à son tour pour les aider, ne voulant pas revenir. Et ça soulève pas mal de questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous quitté le phare alors que c'était pas le protocole? Pourquoi est-ce que MacArthur serait sorti sans son ciré alors qu'il savait qu'il y avait une tempête, qu'il disait qu'il y avait une tempête? Comment est-ce que ça se fait qu'aucun corps n'a jamais été retrouvé? Voilà, c'est des questions qui restent en suspens. Et puis, si on regarde un petit peu en détail, le côté vague, gigantesque et emporte 3 hommes simultanément en même temps reste quand même peu crédible, étant donné que les gardiens étaient quand même habitués à surveiller les dangers naturels et à faire attention quand ils étaient en bord de mer. La hauteur où se trouve le phare rendait quand même très difficilement atteignable par une vague, on va dire, même par la pire tempête. Et puis l'absence totale de débris reste effectivement mystérieuse. On va rentrer maintenant un peu plus en détail dans les théories. Alors bien sûr, on va démarrer comme d'habitude par les théories rationnelles. Alors ce qu'il faut déjà noter, c'est qu'il y a certainement une place prédominante à ce qu'on appelle la dynamique du groupe, qui est quand même à mon avis un élément clé. Alors le fait que ces 3 hommes aient vécu dans des conditions aussi extrêmes, aussi isolées sur une petite île coupée du monde extérieur, a pu quand même exacerber les tensions ou créer des moments de déséquilibre émotionnel. Les gardiens de phare sont quand même formés pour résister à la solitude, mais l'isolement prolongé, associé à des conditions météorologiques rudes, peut quand même mettre à l'épreuve même les esprits les plus robustes et les plus habitués. Alors certaines théories psychologiques avancent que l'isolement peut provoquer des désordres mentaux graves, notamment des hallucinations ou des accès de panique. Donc le fait que MacArthur, Duckett et Marshall aient peut-être été confrontés à des phénomènes naturels ou surnaturels incompréhensibles pourrait avoir provoqué un genre de crise au sein du groupe, menant à des décisions irrationnelles et pourquoi pas des bagarres les uns contre les autres. Alors face à ce mystère, la première explication effectivement avancée pourrait être celle tout bonnement d'un accident. Donc les inspecteurs suggèrent que les 3 hommes auraient été emportés par une vague géante alors qu'ils tentaient de sécuriser un équipement lors de la tempête. Alors pourtant, cette théorie présente quand même des incohérences. Alors pourquoi est-ce que MacArthur a quitté le phare sans manteau, alors qu'apparemment il faisait un temps affreux? Pourquoi les 3 gardiens qui étaient formés ont quitté le phare en même temps? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suivi les protocoles? Donc une explication effectivement plus psychologique, c'est complètement la folie, effectivement. Le journal de bord peut laisser entendre que quelque chose perturbait les gardiens. L'isolement, la terreur face à des événements, on ne sait pas trop, donc ça pourrait effectivement être un accident tout simplement. Ils ont voulu s'enfuir du phare et ils ont été rattrapés par la mauvaise météo. Peut-être sont-ils partis en mer, mais ça semble un peu bizarre. Et puis il y a une autre théorie, c'est autour des relations interpersonnelles. Donc certains chercheurs ont émis l'hypothèse que des tensions auraient pu naître entre les gardiens. Peut-être qu'une dispute aurait carrément éclaté sur la meilleure manière de gérer une situation de crise ou sur le comportement adapté face à un danger extérieur. Donc avec 3 hommes seuls sur une petite île, toute friction aurait été amplifiée par l'absence de distraction ou de médiation extérieure. Donc dans cette optique, une théorie envisage que MacArthur, avec son tempérament explosif, aurait pu s'énerver contre ses 2 collègues. Cela aurait pu conduire à une situation fatale, par exemple en sortant précipitamment pour tenter de prouver quelque chose, de calmer son accès de colère, suivi des autres gardiens qui tentaient de le rattraper ou de résoudre la situation qui les aurait effectivement exposés à un danger. Alors il se peut effectivement aussi que leur fin n'était pas accidentelle et que effectivement
un des gardiens se soit retourné contre les deux autres, les ait tués avant de se suicider. C'est aussi effectivement une piste qui est envisagée. Même si effectivement ils sont habitués, ils ont un moral d'acier, un mental d'acier, qui sont habitués à ça, c'est quand même effectivement un peu étrange de totalement disparaître sans laisser de traces. Si on va maintenant vers les théories les plus surnaturelles, voici une exploration détaillée des théories surnaturelles. Et vous allez voir, il y en a un bon paquet. Alors ces théories, elles sont alimentées par les légendes locales, le cadre isolé de l'île et les comportements étranges rapportés dans le journal de bord. La première, effectivement, chose qu'on peut avancer, c'est la malédiction de l'île d'Ellenmore. Donc l'une des théories les plus populaires autour de la disparition est liée à une croyance en une malédiction ancienne qui peserait sur ce fameux îlot. Alors cette île, qui fait partie des Flannan, a longtemps été perçue par les habitants des Hybrides comme un lieu sacré, mais aussi hanté. Pourquoi on parle là du sanctuaire de Saint Flannan? Donc Ellenmore est associé à Sainte Flannan, un moine du VIe siècle qui aurait fondé une chapelle sur l'île. Selon les légendes, Sainte Flannan bénit l'île, mais ses pouvoirs spirituels laissèrent aussi une empreinte mystérieuse sur ce lieu. Il est dit que personne n'est autorisé à y vivre ou à y séjourner en permanence, de peur d'encourir la colère des anciens esprits qui protégeraient l'endroit. Ces esprits auraient continué à hanter l'île et les marins craignaient d'y accoster à cause de cette réputation mystique. Certains racontent que les tentatives d'habiter ou d'occuper Ellenmore pour une période prolongée étaient toutes vouées à l'échec. Donc les disparitions de 1900 seraient donc perçues comme une conséquence de cette malédiction. Les gardiens, en s'y installant, et en tentant de dompter le lieu avec leurs phares, auraient attiré sur eux la colère des esprits anciens. On parle également de l'apparition carrément de Sainte Flannan. Donc, certaines versions de la légende locale parlent de la présence bienveillante mais aussi redoutable de Sainte Flannan sur l'île. Il est dit que Sainte Flannan apparaît parfois pour protéger son sanctuaire des intrus, pour rappeler aux habitants qu'il était en présence de forces spirituelles puissantes. Peut-être que les gardiens ont été témoins d'une apparition de ce saint homme sur cette île ou d'une autre figure fantomatique liée à la chapelle. Et dans ce cas-là, cette vue aurait pu provoquer un choc ou une peur intense, suffisamment en tout cas pour leur faire part de la raison et pour les pousser à essayer de fuir le phare coûte que coûte. Et puis les légendes gaéliques parlent aussi d'esprits protecteurs, donc ce qu'on appelle les Daoin Sith, ou les gens des collines, qui protégeraient certains lieux sacrés en Écosse. Ellenmore, avec son atmosphère particulière et sa chapelle historique, aurait pu être l'un de ces lieux. Ces esprits sont souvent décrits comme bienveillants ou neutres, mais pouvaient aussi devenir violents si le territoire était à leurs yeux profané. Dans ce contexte, les gardiens du phare auraient peut-être involontairement provoqué ces esprits en vivant sur l'île. Leur disparition pourrait être expliquée par une intervention surnaturelle visant à purger l'île de leur présence humaine. Une deuxième possibilité, c'est la présence d'un Selkie ou d'une créature marine mythique. Donc l'Écosse, et en particulier les Hybrides, regorge de mythes sur les créatures marines. Donc une théorie populaire parmi les adeptes de récits folkloriques est que les trois gardiens auraient été victimes d'une créature marine mythique, telle qu'un Selkie ou un Kelpie. Alors les Selkies sont des créatures légendaires de la mythologie écossaise et nordique. Ce sont des êtres capables de se transformer d'un phoque en un humain. Dans certaines histoires, les Selkies séduisent les humains et les emmènent dans la mer pour ne jamais revenir. Une théorie intéressante autour de la disparition des Ellenmore est que les gardiens auraient aperçu une de ces créatures, peut-être sous la forme d'une belle femme sur les rochers, un peu comme la sirène, et auraient été attirés hors du phare en plein danger. Les Selkies sont souvent considérés comme des esprits doux et tragiques, mais il existe aussi des versions plus sombres où ils enlèvent des humains et les attirent vers une mort certaine dans les eaux profondes et froides. Donc les conditions extrêmes de l'île, les vents et les vagues auraient pu être interprétés comme des signes de l'intervention d'une créature mythique telle qu'un Selkie. Et il y a, comme je vous disais tout à l'heure, les Kelpies. Eux, ce sont des créatures marines toujours bien plus sinistres. Ces esprits de l'eau, souvent décrits comme prenant la forme de chevaux aquatiques, sont connus pour attirer les gens vers l'eau avant de les noyer. Les histoires de Kelpies sont profondément enracinées dans les légendes écossaises et servent souvent de mise en garde contre les dangers de l'eau. Il est possible que les gardiens aient cru voir une créature mystérieuse au bord de l'eau
les poussant à sortir précipitamment pour aller enquêter. Le kelpie aurait pu prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne en détresse, les attirant vers leur fin tragique. Une troisième possibilité sont les lumières étranges dans le ciel. Donc là, on est sur une hypothèse un peu plus extraterrestre. Une théorie plus moderne, mais tout aussi captivante, est celle d'une intervention extraterrestre. Bien que cela puisse sembler quand même anachronique, des rapports d'observation de lumières étranges dans le ciel près des îles Flannan, à l'époque des disparitions, ont alimenté cette hypothèse. Quelques pêcheurs et marins dans les environs auraient rapporté avoir vu des lumières non identifiables au-dessus de l'île d'Eleanmore et dans les eaux environnantes. Les archives de l'époque mentionnent également des phénomènes atmosphériques inhabituels, mais ces rapports n'ont jamais été confirmés. Ces lumières étranges ont conduit certains à mettre l'hypothèse que les gardiens auraient vu ou auraient été témoins d'un phénomène extraterrestre et d'un enlèvement par des ovnis. La mention dans le journal de bord de vents terribles, qui n'ont été enregistrés par personne d'autre, pourrait être interprétée comme un signe que quelque chose de plus qu'une simple tempête se passait. Les gardiens, effrayés ou attirés par ces phénomènes, auraient pu quitter précipitamment le phare pour observer ou tenter de comprendre ce qu'ils voyaient. Donc, les théories ufologiques suggèrent que les abductions par des entités extraterrestres sont souvent accompagnées de lumières inhabituelles et de phénomènes météorologiques étranges. Certains ont émis l'idée que les 3 hommes auraient été enlevés par une force extraterrestre, emportés dans un vaisseau. Donc cette théorie, bien que effectivement spéculative, reste quand même fascinante pour ceux qui s'intéressent aux récits d'enlèvements inexplicables. Quatrième explication possible sont des fantômes ou des apparitions surnaturelles. Donc un autre élément surnaturel particulièrement répandu dans les récits folkloriques est celui des fantômes ou des apparitions mystérieuses. Dans des endroits aussi reculés qu'Eleanmore, des phénomènes inexpliqués comme des apparitions de spectres ou d'esprits errants étaient souvent mentionnés par les marins. Les gardiens auraient pu confronter une manifestation fantomatique liée à l'histoire sacrée de l'île. Il y a également des rapports de poltergeist dans d'autres régions d'Écosse, notamment dans des lieux isolés où des événements tragiques avaient eu lieu. Donc voilà, si l'île d'Eleanmore portait en elle des mémoires troublées, il est possible que les gardiens aient fait face à des phénomènes de ce genre, objets déplacés, bruits inexpliqués ou encore des visions d'entités surnaturelles. Et puis une autre possibilité, effectivement, c'est que même si c'était des hallucinations, c'est quand même étrange, on ne peut pas être 3 personnes et voir tous les 3 en même temps la même hallucination, c'est pas possible. Une autre théorie surnaturelle reste l'idée que les 3 hommes auraient pu être victimes d'une forme d'hystérie collective induite par des forces invisibles. Dans certains cas, des personnes qui vivent dans des lieux isolés, comme des gardiens de phare, sont confrontées à des phénomènes psychiques inexplicables, tels que des hallucinations auditives, visuelles ou même tactiles. Donc les théories paranormales avancent que certains lieux dégagent des genres d'énergie psychique qui sont capables de troubler l'esprit humain. Les études sur des sites historiques hantés montrent que certaines personnes sensibles peuvent ressentir des énergies sous forme d'anxiété intense, de vision ou de perte de contrôle de soi. Donc Eleanmore, avec son histoire mystique et son isolement, aurait pu être un point de convergence de telles énergies. Les gardiens auraient pu être soumis à une pression psychologique intense déclenchant une vraie panique collective. Si l'un d'entre eux aurait très bien pu entraîner les autres dans son délire. Une chose est sûre pour cette affaire de disparition, cela demeure une affaire irrésolue. Certaines histoires échappent à toute tentative de résolution. L'affaire des disparus d'Eleanmore, avec son absence totale d'explication satisfaisante, se classe parmi ces énigmes irrésolues qui continuent de fasciner siècle après siècle. Mais pourquoi est-ce que le mystère persiste ? Qu'est-ce que cela nous dit de notre relation à l'inconnu ? Dès la découverte de la disparition des 3 gardiens, la première réaction fut de chercher des explications logiques et pragmatiques. Très vite, la commission d'enquête officielle suggéra que les hommes avaient probablement été emportés par une vague géante. Cependant, cette explication soulève autant de questions qu'elle n'en résout. Pourquoi dans ce cas le phare était-il laissé en bon ordre, à l'exception de quelques vêtements déplacés et des restes sur la table ? Pourquoi les gardiens auraient-ils été dehors en même temps violant les règles élémentaires de sécurité ? Pourquoi est-ce qu'aucune trace ou aucun corps n'a été retrouvé malgré des recherches intensives ?
des hypothèses sur une dispute qui aurait mal tourné ou un suicide collectif ou une folie provoquée par l'isolement ont également été avancées, là encore, aucune preuve concrète ne soutient ces théories. L'idée d'une vague meurtrière peut sembler plausible dans un premier temps, mais elle ne prend pas en compte l'étrangeté des faits qui sont rapportés dans le journal de bord, ni les conditions relativement calmes observées par les navires qui naviguaient dans la région, le manque de preuves matérielles ajouté à ces anomalies relevées dans le récit, comme l'entrée dans le journal qui évoquait une grande tempête qui était finalement inexistante, fait que toutes les hypothèses rationnelles échouent à apporter une réponse satisfaisante. Cette incapacité à expliquer les événements plonge l'affaire dans une genre de zone grise, laissant place à des théories plus surnaturelles, mais aussi à une réflexion plus large sur la façon dont nous réagissons face à l'irrésolu. Les histoires irrésolues exercent une attraction particulière sur l'esprit humain. Nous cherchons naturellement à trouver des réponses, à établir l'ordre, là où il semble y avoir du chaos. Quand à une énigme définit nos capacités de compréhension, elle nous renvoie à nos propres limites et provoque un sentiment de malaise, mais aussi de fascination. L'affaire d'Elian Moore est une illustration parfaite. Et puis ce genre d'affaire met également en lumière les limites de la raison humaine et de la science face à certains phénomènes. On vit en une époque où tout doit avoir finalement une explication, où le monde est de plus en plus cartésien, de plus en plus rationnel. Pourtant, les mystères comme le phare d'Elian Moore résistent finalement à cette logique scientifique. Ça défie les outils modernes d'investigation et ça souligne les zones d'ombre qui persistent dans notre compréhension du monde. Et ces mystères persistants illustrent une vérité dérangeante. Il existe encore dans notre monde des événements qui échappent à la compréhension humaine et qui peut-être, certains mystères ne sont pas destinés à être résolus. Ces questions sans réponse nous confrontent à l'idée que nous ne sommes pas toujours en contrôle et que le monde, dans son immensité, conserve encore bien des secrets. Les trois gardiens, James Duckett, Thomas Marshall et Donald MacArthur, se sont littéralement évaporés sans laisser de traces, laissant derrière eux un phare abandonné, des vêtements des affaires intactes et un mystère insoluble. Malgré de nombreuses enquêtes et de nombreuses théories, aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. Alors, plusieurs pistes rationnelles ont été explorées, des vagues monstrueuses, une tempête imprévisible ou encore un accident malheureux, voire un meurtre et un suicide. Toutefois, ces hypothèses laissent autant de questions qu'elles n'en résolvent. Pourquoi les gardiens auraient-ils quitté le phare ? On ne sait pas. Et puis, il y a aussi les entrées troublantes dans le journal de bord qui mentionnent des tempêtes invisibles et des comportements étranges. Ça laisse effectivement une piste ouverte à plein d'autres choses. Alors, au-delà des explications rationnelles, cette île est entourée de mysticisme et de son aura nourrie d'imagination. Le cadre isolé, la mer déchaînée, les légendes anciennes offrent un terreau fertile à des théories surnaturelles. La malédiction supposée de l'île, la présence d'entités invisibles ou encore les créatures marines mythiques, toutes ces pistes font frémir l'esprit et nous plongent finalement dans une dimension presque spirituelle. Donc, ces hommes auraient-ils été victimes de forces qui dépassent notre compréhension ? Auraient-ils succombé à une panique collective ? Ou à une crise psychologique liée tout simplement à l'isolement ? En tout cas, le mystère reste entier. Certains voient une leçon sur la puissance de la nature, sur la vulnérabilité des hommes face aux éléments. Car nous vivons dans une ère où tout doit avoir une explication, mais parfois, ça résiste, le mystère persiste. Alors, quelle est votre conclusion, chers auditeurs ? Pensez-vous à une explication pragmatique ou trouvez-vous plus séduisante l'idée qu'une force mystérieuse et incompréhensible aurait joué un rôle dans cette tragédie ? Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Un autre regard. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous sur la page Facebook ou sur Insta. Et qui sait, peut-être avez-vous une théorie qui pourrait éclairer ce mystère non résolu. Rejoignez-nous pour les prochains épisodes où nous explorerons d'autres énigmes fascinantes sur cette fine ligne entre le connu et l'inconnu. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. Un autre regard, votre podcast qui explore tout ce qui se trouve entre un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.